Et on retrouve ce soir Jacques Oessler pour sa chronique Parlons d'Europe. Jacques, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Et bien nous poursuivons la découverte des institutions européennes que nous avions déjà commencé durant les deux précédentes chroniques. Ce soir, vous nous parlez du Conseil européen. Comment ça marche ? Alors, le Conseil européen, c'est le dernier né du pouvoir européen. Il est né en 1974. En fait, il surplombe le triangle institutionnel. Alors, je vous rappelle, c'est la Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement européen. Le triangle institutionnel remonte au traité de Rome, lui, en 1957. Le Conseil européen est composé des chefs d'État et de gouvernement. Ils détiennent le pouvoir suprême dans les pays membres, donc le Conseil dispose d'un pouvoir politique certain. Une approche historique permet de mieux appréhender sa nature et son rôle actuel. Alors justement, parlons d'histoire, remontons un petit peu le fil du temps. À l'origine, la communauté économique européenne fonctionnait selon la méthode communautaire, c'est-à-dire que le Conseil des ministres, dans sa composition affaires générales, dirigeait un peu la communauté. Alors c'était vrai pour le champ de compétences, le marché commun, la politique agricole commune. C'était vrai aussi pour les prises de décision après le compromis de Luxembourg, dont on a parlé la dernière fois. Des réunions au sommet intervenaient en cas de nécessité, mais de façon irrégulière et peu fréquente. Cependant, le général de Gaulle, par les deux plans Fouchet, et Fouchet était le ministre qui était en charge de faire ses propositions aux autres pays partenaires, donc par ces deux plans, en 61 et 62, avait proposé à ses partenaires, l'Allemagne en tête, une sorte de directoire européen intergouvernemental, un peu en opposition à la méthode communautaire, parce que le général ne voulait pas que nos partenaires puissent nous imposer une décision. Mais les petits pays avaient rejeté ces propositions, parce qu'ils pensaient que la méthode communautaire, avec le rôle que jouait la Commission européenne, protégeait mieux leurs intérêts face aux grandes puissances. Et là, on voit apparaître un problème inhérent à la construction européenne. C'est celui de la différence de dimension entre les pays. L'Allemagne et Malte, ça fait deux pays. Pompidou, en 1969, à La Haye, au sommet de La Haye, a accepté une relance de la construction européenne, en rupture avec les réticences de son prédécesseur. Alors des projets ambitieux ont été décidés, notamment entre Pompidou, Willy Brandt et Edward Heath, pour 1974. Hélas, en 1974, Pompidou meurt. Willy Brandt doit démissionner et Heath perd les élections face aux travaillistes d'Harold Wilson. Alors les objectifs restent en suspens et ils sont trop ambitieux pour la méthode communautaire. C'est pourquoi Jean Monnet, à la tête de son comité pour les États-Unis d'Europe, proposa un projet de gouvernement européen provisoire, je dis bien provisoire, pour relancer l'intégration. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, qui étaient devenus respectivement en 1974 président de la République et chancelier, et qui s'étaient connus au comité de Jean Monnet, décidèrent de réunions au sommet plus fréquentes, plus régulières et au coin du feu, sans collaborateurs. Le Conseil européen est ainsi né hors traité, sans fondement juridique. Et il faudra attendre la régularisation que bien plus tard, lors de l'adoption de l'acte unique en 1985. Alors cette création ne se fait pas contre le système communautaire, ce qu'aurait fait le général, mais en symbiose avec lui, comme en témoigne d'ailleurs la présence en son sein du président de la Commission européenne. À l'époque, c'était un Français, François-Xavier Ortely. Donc ce Conseil européen avait une double nature, à la fois formation suprême du Conseil des communautés et instance de coopération intergouvernementale, notamment dans le domaine de la politique étrangère. Alors Jacques, on a posé le cadre historique du Conseil européen. Parlons maintenant de son actualité. Oui, Jean-Louis, alors son rôle tout d'abord. On pourrait considérer que c'est un peu la présidence de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le Conseil des ministres en serait un peu le gouvernement. Son rôle, c'est de donner les impulsions nécessaires au développement de l'Union européenne et d'en définir les orientations politiques générales. Et là, je viens de citer l'article 15 du traité de l'Union européenne. Donc, impulsion, on vient de le voir, mais aussi arbitrage en appel des blocages du Conseil des ministres. Il a souvent débloqué des situations inextricables, mais il a tendance à être pollué par des ministres qui se défaussent prématurément de leurs dossiers difficiles. C'est aussi la voix de l'Europe
en politique étrangère. Mais le Conseil européen n'a pas de pouvoir législatif qui appartient au Conseil des ministres et au Parlement européen. Alors la périodicité des réunions, 2 fois par semestre et autant de fois que nécessaire. En période de crise, il s'est réuni plus fréquemment. Depuis l'élargissement de 2004, il se réunit à Bruxelles. Auparavant, il se réunissait en alternance à Bruxelles et dans la capitale du président en exercice. La composition, outre les chefs d'État et de gouvernement, il y a un ministre qui est présent. En général, c'est le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances, lorsqu'on parle de monnaie d'économie. Ou bien, pour la France, le Premier ministre en période de cohabitation, ce qui ridiculise un petit peu la France au passage. D'où l'importance des déjeuners et des réunions informelles. Pourquoi ? Parce qu'au déjeuner, il n'y a pas de ministre. On est quand même 28 chefs d'État et de gouvernement. Il faut savoir que des délégations nationales sont présentes, mais pas dans le bâtiment où se réunissent les chefs d'État, dans un bâtiment voisin, et il y a une personne qui fait la navette entre les 2 réunions, à la fois pour donner des informations aux chefs d'État, et d'autre part pour que les délégations soient informées du déroulement en temps réel des négociations. Alors maintenant, la présidence. Alors c'est important puisque depuis le traité de Lisbonne qui a été adopté en 2007, le Conseil européen bénéficie d'un président permanent. Il est élu pour 2 ans et demi, renouvelable 1 fois. Il est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée. Herman Van Rompuy a été ainsi élu. C'est un ancien Premier ministre belge et son second mandat arrive à échéance en 2014. D'où une grande année pour l'Union européenne 2014. Son rôle du président, c'est de préparer les travaux, c'est-à-dire l'ordre du jour, pré-rédiger les conclusions, diriger les débats, et aussi dégager le consensus. Il le fait notamment par des tournées préalables aux réunions pour connaître les points de vue et les rapprocher, ou bien en utilisant la méthode des confessionnaux, c'est-à-dire qu'on suspend la séance et il organise des entretiens bilatéraux ou trilatéraux, enfin ce qu'il faut pour rapprocher les points de vue. À l'issue des réunions du Conseil, il fait rapport au Parlement européen. Et il représente aussi l'Union européenne au niveau des chefs d'État à l'international. Alors ce mandat est exclusif de tout autre mandat. Le président doit consacrer tout son temps au Conseil. Et Van Rompuy est une sorte de chairman à l'américaine et non pas le président de l'Union. Ça veut dire qu'il est président du Conseil et consacre toute son activité à assurer le bon fonctionnement de ce Conseil. D'ailleurs, on a connu un supplément d'efficacité. Et d'autre part, il a pu apporter la notion du temps long dans un organe qui a été trop souvent dominé par le court-termisme. Ça se voit dans le rapport qu'il a présenté en juin 2012, qui s'intitule « Vers une véritable union économique et monétaire ». Ce rapport a été conçu aussi avec Barroso, président de la Commission, Draghi, président de la Banque centrale européenne, et Juncker, qui à l'époque était président de l'eurozone, la zone euro. Mais tout ceci n'apporte pas de lisibilité des institutions européennes. Ce n'est pas encore suffisant. Et on pourrait répondre à Kissinger qui avait dit « l'Europe, quel numéro de téléphone ?» Eh bien, pour le président du Conseil européen, tapez 1, pour le président de la Commission, tapez 2, pour le président du Parlement, tapez 3. Vous voyez, c'est ridicule encore, c'est pas suffisamment clair. D'où l'idée d'une proposition à traité constant, ça c'est important, de fusionner la présidence du Conseil européen avec la présidence de la Commission européenne pour se doter d'un président de l'Union. Alors, il faut savoir que si jamais on faisait ça, la légitimité de ce président dépend de son élection au plus près du suffrage universel. Et son efficacité dépend de la compatibilité de la personne avec les chefs d'État et de gouvernement. Jacques Oessler, en conclusion de cette chronique sur le Conseil européen, que peut-on dire ? Eh bien que ce dernier né joue un rôle central et croissant, mais pourrait être victime de son succès par l'encombrement, par exemple, de dossiers secondaires qui ont tendance aussi à démotiver le Conseil des ministres. La crise a renforcé cette institution qui peut prendre rapidement des décisions très impliquantes et même au-delà des traités. Mais cette instance demeure intergouvernementale et elle ne saurait se substituer aux communautaires à qui elle doit laisser
toute sa place, puisque le communautaire, c'est l'essence de la construction européenne. C'était la chronique de Jacques Oessler. Parlons d'Europe. Jacques, j'aimerais renvoyer les auditeurs sur le site internet du mouvement européen lorrain, qui a un site qui est très bien fait, où l'on peut d'ailleurs réécouter ses chroniques diffusées sur Radio Jéricho. Et cette adresse, c'est mouvement-européen-lorraine.fr. Jacques Oessler, merci. À dans 15 jours. Au revoir Jean-Louis.